vous avez très souvent rejeté ce rapport. Surtout vous êtes très critique vis-à-vis de ce que fait le président. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ses activités, à sa manière de fonctionner? Pourquoi vous avez là-dedans du compte ces rapports? Non, d'abord, quand vous dites que j'ai... On vous écoute sur la télévision, le président de l'Assemblée, je pense que le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Flavonou, oui, est un cadre qui a travaillé dans l'administration du Bénin, à la douane. C'est un homme intègre et qui a beaucoup travaillé et qui a une bonne image, que nous avons de lui une très bonne image par rapport à son parcours professionnel. Mais une fois arrivé à l'Assemblée, moi personnellement, je n'arrive pas à le reconnaître. Lorsque vous revenez par rapport au... Vous avez la même image de votre parcours professionnel à votre parcours politique? Exactement, moi je n'ai pas changé. C'est pas vous. J'ai fait la société civile, j'ai milité dans une association et quand on me voit mes prises de parole aujourd'hui, bon, je ne peux pas me dire que... Vous êtes laissé droit dans votre... Exactement, les gens me le disent, donc ça m'encourage à aller dans ce sens. Lorsque nous prenons le rapport... Peut-être que le président n'a pas changé autant que ça. Non, mais écoutez, j'ai dit que le président... D'autres personnes qui l'ont connu, l'ont côtoyé, vous diront qu'il reste le même. Non, mais le président de l'Assemblée est le président de la deuxième institution du Bénin. Et c'est une structure de contre-pouvoir. Et l'un des outils que nous utilisons en tant que parlementaires, c'est des questions orales adressées au gouvernement. Et je vous dis que nous avons adressé plus d'une cinquantaine de questions orales d'interpellation et le président a à peine convoqué à la plénière 10. Même pas la moitié. Mais vous voulez que quelqu'un comme moi, un groupe parlementaire du parti, les démocrates, du parti du peuple, de voter ce rapport? Et dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il aura été le premier président à le faire? Mais au moins, je dis, au moins 50% des questions orales adressées au gouvernement. Nous avons constaté que le président de l'Assemblée nationale fait ombrage sur notre outil de contrôle de l'action gouvernementale. Donc il n'a jamais disons, programmé vos questions. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais progressé. Oui, il a programmé à quel volume, à quelle quantité, pour que cela ne vous suffise pas. Non, mais écoutez, les questions orales d'interpellation et tout ça, c'est l'outil que le parlementaire détient pour contrôler l'action du gouvernement. Donc, normalement, toutes les questions souhaitées d'interpellation, nous avons invité le gouvernement à venir nous éclairer, pas seulement nous, le peuple. Normalement, le président de l'Assemblée nationale doit faciliter. Est-ce que dans la pratique, vous avez le temps vraiment pour programmer toutes les questions? Parce que vos collègues de la mouvance également en proposent. Ils en proposent, vous en proposez, vous avez parlé d'une cinquantaine, à leur niveau aussi, je ne sais pas trop combien. Non, mais au fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas seulement des questions proposées par mon groupe parlementaire que je suis en train de dénombrer à 50. Je parle des questions posées par tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. D'accord. C'est ça le problème aujourd'hui. Et au même moment que nous avions le temps pour... vous savez très bien que c'est au cours de la période de son rapport que les mouvanciers sont allés sur le terrain, le gouvernement aller sur le terrain pour faire le compte rendu avec le peuple et tout ça. Et c'est en ce moment, nous sommes en pleine session parlementaire, que les activités au Parlement sont bloquées parce que le président n'était pas là. Personne ne pouvait convoquer la session, ni le premier vice-président, donc personne ne pouvait convoquer la session, les réunions, la plénière. Donc en ce moment, ils ont pris plus de 90 jours pour accompagner le gouvernement. Est-ce que les ministres seuls ne suffisent pas pour vraiment expliquer au peuple, à notre population, ce qu'ils ont fait de bien pendant ce mandat? C'est la question que nous... Hier, vous étiez en position
peut-être pas vous, mais aujourd'hui vous êtes dans l'opposition aux côtés de quelqu'un qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans et nous avons vu faire. Cette pratique était très en vogue avant l'arrivée du pouvoir de la rupture. Les ministres, les cadres, les chefs de service, je ne sais quoi, les députés, tout allait sur le terrain. Monsieur Aounou, ce que je ne comprends pas, si vous dites nous étions au pouvoir, c'est que les démocrates étaient au pouvoir, c'est ça? Non, parce que moi, je représente ici, je suis député d'un parti politique qu'on appelle les démocrates. Dont le président est l'ancien président de la République. Oui, exactement, il est l'ancien président de la République, ça c'est clair. Il est l'ancien président de la République. Donc ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas une nouveauté. C'est pas nouveau au Bénin que des politiques accompagnent des cadres au niveau de l'administration pour aller expliquer ce que fait le régime en place. Oui, mais pas pour freiner les activités au Parlement. Peut-être pendant les vacances parlementaires, je suis d'accord qu'un député accompagne son parti pour aller expliquer. Mais en pleine session parlementaire, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, systématiquement ces rapports. Non, parce que vous avez dit, est-ce que nous avons le temps d'inviter le gouvernement pour venir répondre à nos préoccupations, à nos questions d'interpellation? Alors, je dis que nous avons suffisamment de temps. Si les mouvanciers ne prenaient pas tout le temps pour aller sur le terrain, alors que nous devons être au Parlement pour répondre, pour travailler, pour dire concrètement pour le peuple. Ce quatrième rapport que vous avez examiné, c'était le 7 novembre, si je me trompe. Dernier. Qu'est-ce que vous reprochez à ce rapport? Non, mais par exemple, je viens de citer les questions orales et tout ça que le gouvernement n'a pas fait ces choses-là. L'autre chose aussi, nous avons personnellement vu que le président de l'Assemblée, dans son rapport, a dit que les missions parlementaires sont exécutées à 57,72% par son groupe parlementaire l'UPR. 57, quelque chose %. Alors que ce groupe parlementaire, les députés de ce groupe parlementaire seuls ne constituent pas la majorité au Parlement. Ils ont dit il a dit dans son rapport, parce que c'est lui qui l'a écrit dans son rapport, je tiens compte, que 27% des missions parlementaires sont exécutées par le groupe parlementaire Bloc républicain. Au même moment, nous, mon groupe parlementaire, les missions ont été effectuées à hauteur de 19%. 27% pour un groupe parlementaire de 28 députés, contre 19% pour un groupe parlementaire qui a le même nombre de députés. Je pense qu'il y a un déphasage. Comment vous expliquez ce déphasage par mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale est la seule personne, parce que c'est lui qui a mis ça dans son rapport. Donc, il est la seule personne qui peut vraiment expliquer ça. Et dans ce cas, dans son rapport, nous ne pouvons pas voir ce déphasage et accepter ce rapport. Donc, lorsque nous voyons tout ça, nous voyons les censures, c'est-à-dire tel qu'il distribue la parole à l'Assemblée nationale, nous ne retrouvons pas vous pour l'adoption de son rapport. Nous avons la possibilité pour tout député, après le vote, de prendre 5 minutes pour explication de vote. J'ai choisi d'utiliser ce moyen pour dire mes motivations pour voter contre son rapport. Le fait de dire que son rapport est hypocrite, son rapport, je ne veux pas dire lui-même,
Le fait de dire que son rapport est hypocrite, ça suffit au président de l'Assemblée. Son rapport et sa personne. Non, mais je ne peux pas. Mais vous l'avez dit. Mon éducation, d'abord, ne me permet pas de dire à quelqu'un plus aîné, surtout un président de oui, l'Assemblée. Peut-être que vous l'avez dit de façon indirecte. Mais j'ai dit son rapport. Vous l'avez dit que c'est son rapport, c'est lui qui a mis le test dedans. C'est son rapport, c'est lui. Quand on dit qu'un document est... Non, mais attendez, quand on dit qu'un document est hypocrite, ça veut dire que le document ne rapporte pas les réalités de ce que nous avons vécu. Et selon vous, ça ne se rapporte Exactement. pas à sa personne. Non, pas du tout. Mais ça suffit que le président de l'Assemblée censure mon intervention et me retire la parole. Et nous est pas arrivé de penser qu'il a estimé que c'était orienté sur sa personne. Mais c'est sa conception. À la limite, c'était peut-être une insulte. Mais c'est sa conception. Mais ce que j'ai dit, c'est enregistré. On peut réécouter. Et chacun peut faire de ce que vous dites tout ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est d'écouter. Honorable. Oui, mon cher Raoul. Il y a plusieurs manières de dire quelque chose. Si vous le dites et que cela peut heurter des sensibilités, par exemple, à l'Assemblée, il est de son droit peut-être de vous arrêter pour vous dire attention, là où vous allez, chers collègues, et ça vous fait également du bien, non? Que de tenir des propos qui sont suivis sur les chaînes, des propos trop virulents dans l'adoption d'un rapport. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi fort dans les mots? Monsieur Aounou, Monsieur Guédinon, est-ce que dire que le document que vous avez produit là, votre document là, est hypocrite? Est-ce que ça veut dire qu'on vous a insulté? Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez utilisé, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le temps qu'on accorde à un député pour justifier son choix. Oui. Est-ce que c'est aussi attribué au président de l'Assemblée nationale, en fonction de l'appréciation qu'il fait des mots et de la phrase d'un député, de le recadrer? Est-ce que c'est dans les prérogatives d'un président de l'Assemblée nationale? Oui, mais donc ça veut dire que vous avez utilisé votre droit et lui aussi il a utilisé son droit. Mais c'est que, avant de censurer un député, il faut voir ce qu'il dit. C'est ça que je mets aussi à votre appréciation. Monsieur Eric dit que votre document est hypocrite. Le problème est où? Je pense que c'est le minimum qu'un député peut dire pour critiquer un document. C'est le minimum qu'un député peut dire pour critiquer un document. On voit sur les autres parlements, on suit. Mais ça suffit. Bon, moi, le problème n'est pas encore là. Le problème aujourd'hui, c'est que le président de l'Assemblée nationale doit savoir qu'il incarne une institution. Et aujourd'hui, il doit nous donner les moyens de critiquer les actions du gouvernement et de contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, pour contrôler l'action du gouvernement, nous avons besoin de l'interpeller, d'interpeller ce gouvernement. Et pour inviter les ministres à l'Assemblée nationale pour nous expliquer, pour nous donner des réponses, des approches de réponse, le président de l'Assemblée est la seule personne qui peut laisser cette ouverture. D'accord. Mais aujourd'hui, il fait ombrage. On reste à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État de l'économie et des finances est passé vous présenter le budget 2025 qui fait plus de 3 000 milliards. Est-ce que vous avez des attentes, surtout du côté de l'opposition, sur l'exécution de ce budget? Non, d'abord pour le passage du ministre d'État à l'Assemblée nationale, c'était dans une commission. D'abord, nous n'avons pas encore eu la plénière pour discuter du budget. Voilà, pour discuter du budget. Et j'ai été personnellement choqué de voir sur une chaîne de télévision diffuser son passage en commission. Les débats en commission ne sont pas publics. Notre règlement intérieur est clair. Les débats en commission ne sont pas publics. Diffuser un débat, un passage en commission sur une chaîne de télévision nationale. On n'a pas suivi, on n'en a pas les preuves, c'est quelle chaîne déjà? Bon, sur l'ORTB. Bon, si vous permettez, sur l'ORTB, notre règlement intérieur est très clair, les débats en commission ne sont pas publics. L'intégralité du débat, c'est ça que vous avez suivi? Oui. Ou une interview? Non, ce n'est pas une interview. Peut-être vous pouvez revoir et tout ça, je ne veux pas aller dans les détails. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi, que
d'autres parlementaires me donnent les raisons, les justificatifs et tout ça, mais dans notre règlement, c'est seulement les débats en plénière qui sont publics et tout citoyen peut venir sur les débats en plénière. Par rapport à son budget, le budget 2025... Son budget, donc c'est le budget général de l'État, pas son budget. Non, mais aujourd'hui, le budget n'est pas encore adopté. Donc, c'est d'abord le budget... Donc, pour le moment, c'est pas votre budget. Donc, c'est le budget... mais c'est le budget le budget de l'État. C'est le projet de budget. Exactement. Le projet de budget de l'État, mais pas de Wadayi ou exactement. Quand vous parlez de projet de budget, je suis d'accord avec vous. Nous sommes encore en train de recevoir les différentes structures. Les ministres différentes institutions. Présenter les budgets. Donc de il est trop tôt maintenant. Et ça se passe dans quelle ambiance? Mais est-ce que l'ambiance, chaque ministre arrive, il nous présente son budget, on pose des questions d'éclaircissement, se justifie, et ça s'arrête là. Et pour l'heure, quel est le passage de ministre qui a retenu votre attention? Non, ben aujourd'hui, nous suivons les choses. Il n'y a pas. Bien. Oui, pour le moment, parce que je vous ai dit que notre rôle, c'est de les recevoir, de les écouter. S'il y a des questions d'éclaircissement, on les pose. Ça veut dire, après tout ça. Alors, sur la prestation des ministres à présenter le budget, si selon vous tout se passe bien, il n'y a pas de raison à ce que vous rejetez le budget pour le vote. Mais quand vous dites que tout se passe bien, c'est dans quel sens? Tout se passe bien parce que tout se déroule bien. Okay. C'est déjà l'essentiel là. À l'étape des commissions. Exactement. À l'étape des commissions, on les reçoit, on les écoute, on leur pose des questions d'éclaircissement. Quelle analyse on fait de chaque ministère, de chaque institution et tout ça. C'est après avoir fini tout ça que mon groupe parlementaire doit se revoir et analyser sur toutes les situations. Et la conduite à tenir. Exact, et prendre des dispositions et tout, alors, et tout ça. Vous êtes citoyen béninois. Oui. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous avez vu un peu le quotidien des Béninois. Pour ce budget-là, qu'est-ce que vous auriez souhaité en termes de contenu? Qu'est-ce que ça doit contenir pour aider les Béninois à mieux vivre, pour nous aider, vous et nous, tous à bien vivre au pays? Non, mais comme je ne sais pas. Donc, quels sont les points sur lesquels je ne suis pas du genre, par principe, je ne suis pas de principe à géométrie variable. Aujourd'hui, il nous sera difficile. Si vous voulez avoir mon point de vue par rapport au budget de l'État exercice 2025, je vous propose de m'inviter après l'adoption du budget. Oui, et là, je vais réfléchir là. Au regard des constats que vous avez faits, par exemple, au niveau du cas de concertation, l'un des chantiers, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des Béninois, n'est-ce pas, pour relever un peu leur niveau de vie. Alors, je dis par rapport à cette préoccupation, qu'est-ce que vous auriez souhaité que cela, enfin, qu'on mette dans le budget pour soulager davantage les Béninois? Mais ça, on peut le dire, non? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, il y a les producteurs qui crient et qui disent qu'ils ne vendent pas leurs produits à sa juste valeur. Vous l'avez déjà dit au cours de ce débat. À part ça, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut encore agir? Mais si on prend, par exemple, un domaine de la santé, qu'est-ce que le gouvernement fait? Donc, c'est pour vous dire que c'est des questionnements pour nous pour le moment. C'est après avoir réfléchi sur tout ça que nous pouvons vraiment opiner objectivement. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Nous savons très bien que pour le budget 2024, le gouvernement n'a pas fait grande chose. Est-ce que c'est la même chose que le gouvernement va répéter? Le gouvernement n'a pas fait grand chose. Vous y mettez quoi? Soyez plus mais par exemple, il y a les comment on appelle ça? Je prends par exemple dialyse et tout ça. Nous avions proposé que cette opération soit totalement gratuite. Mais aujourd'hui, il faut avoir le temps de faire le point
pour savoir est-ce que ça a été fait réellement. réellement. Pris d'autres mesures, non? Est-ce que le gouvernement... Quelles mesures par exemple, l'exonération sur les kits qu'on doit acheter, qu'on doit apporter. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre l'opérationnalisation, comment ce gouvernement mène des actions. Au lieu d'agir directement sur les Béninois, le gouvernement va exonérer les kits qui va profiter aux importateurs. Qu'est-ce pourquoi ces importateurs, en bénéficiant des exonérations, agissent sur le coût directement avec le bas peuple, avec les malades. Alors qu'il y a la possibilité d'agir directement avec donc que le gouvernement va graduellement, ça c'est une action. Mais est-ce que c'est une belle action selon vous? Mais pour le moment, qui peut soulager ceux qui... Exonération? Oui, non. Vous ne trouvez rien de positif dedans? Je fais une proposition. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement ce montant qu'il dans l'exonération d'agir directement sur chaque malade? C'est ça un peu. Vous pensez que c'est pratique? Pourquoi pas? Mais dans ce pays, le ancien président, Dr Thomas Boni, a agi sur la césarienne directement. C'est ça. C'est ça la concrétisation. C'est ça d'écouter les cris de détresse de son peuple. Voilà. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant 2026, certainement au niveau de Parti les démocrates. Vous vous préparez. Les institutions de la République également se préparent. Et on a vu récemment le président de la Cour constitutionnelle qui a invité le président de la Sénat à un séminaire pour l'appropriation de la mise en œuvre du code électoral, ainsi de suite. Comment vous voyez ce début de synergie d'action en prélude à 2026? Monsieur Aounou, je pense que je vais être clair avec le gouvernement, avec les institutions. Il y a une bombe qui se prépare en 2026. Il faut avoir le courage de le dire. Soyons pas plus pacifiques. Hein. Non, mais non, c'est le code électoral. Une bombe? Oui, tel que notre code électoral est aujourd'hui, ça va nous créer beaucoup de difficultés. Ça va être des difficultés terribles pour nous. Je vous donne deux exemples. L'article 146 qui parle des 20% dans toutes les circonscriptions électorales pour avoir droit de partage au siège au niveau des élections législatives. On suppose, mais jusqu'à présent, aucun parti dans l'histoire depuis 1990 n'a jamais eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales, même pour les élections présidentielles. Donc ça montre que vous êtes au même pied d'égalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, je suis d'accord avec vous, monsieur Guénon. Je suis d'accord avec vous, monsieur Guénon. Mais le code ne prévoit pas lorsque aucun parti n'aura les 10%, les 20% au niveau de toutes les circonscriptions. Le code ne prévoit pas qu'est-ce qu'on fait dans ce cas. Et là, c'est une violation de la Constitution. Une violation de la Constitution. Je me rappelle bien, l'article 153 de la Constitution dit que le pourcentage est fixé au plan national. Notre Constitution dit le pourcentage est fixé au plan national. Oui. Et qu'une loi va fixer ce pourcentage-là au plan national. Mais cette loi a fixé, mais l'a fixé sur le plan de chaque circonscription. Mais c'est une violation. Et là, il y a les cadres qui sont là. Mais ça n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de rendre constitutionnelle cette loi. Au niveau de votre parti... Je vais finir pour dire la Sénat vient de faire quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. La Sénat vient de faire quelque chose. Ça concerne les élections communales. Exactement. Les exécutions de l'article 210, ça rend vraiment terrible. Et moi, je pense qu'il faut que nous essayions de recadrer. On va mieux comprendre. La Sénat propose, s'il vous plaît, la Sénat fait la répartition
de la nomination des chefs de quartier. Vous avez évoqué... Et ils ont reparti à l'UPR. Alors qu'en 2020, l'UPR n'a jamais existé. On va mieux comprendre. Je ne comprends pas. On va mieux comprendre justement. Oui. Alors, vous avez évoqué le pourcentage de 20% que fixe le code électoral. Oui. Au niveau de votre formation politique, oui. Est-ce que vous êtes en mesure de décrocher ces 20% au niveau de chaque circonscription? Est-ce que vous travaillez justement pour atteindre cet objectif? Monsieur Degueno Eric, est-ce qu'en tant que député, je dois légiférer, je dois voter les lois pour servir seulement mon parti politique? Non. Si c'est pour dire que notre parti peut avoir les mesures pour le faire, oui. Monsieur Ogan, si j'avais en face de moi un député du bloc républicain, oui, je lui ferai la même question. Exactement. Pareil pour des autres formations politiques. Nous parlons de votre parti, de votre formation politique. Bien sûr. Par rapport à cette disposition du code électoral, êtes-vous en mesure de décrocher les 20%? Et que faites-vous pour un maillage du terrain au niveau de votre formation politique? Si il y a un parti politique qui est censé avoir les 20% dans toutes les circonscriptions, si un parti politique peut l'avoir, ça doit être premièrement d'abord le parti Les Démocrates. Et qu'est-ce qui gêne finalement? Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée pour voter les lois seulement pour nous satisfaire. Vous vous souvenez bien que les pourcentages de les 15% pour les élections présidentielles, ça va justement 28 députés que nous constituons. Nous. Pourquoi ça? Les 3/5 dans les 15, les 28 députés dans les 3/5, ça considère réellement les choses là que nous avons eu des députés. Mais est-ce que c'est pour nous seuls? Nous nous battons. Je pense que non. Nous légiférons. Nous proposons des lois. Nous votons les lois pour la nation. Mais vous n'êtes pas seul. Oui. Vous avez d'autres formations politiques, n'est-ce pas? Qui n'en font pas cette préoccupation. Et qui estiment qu'ils sont aussi en mesure de décrocher. Que vous ruminez tout le temps. Mais parce que vous parlez de quelle formation politique? Vous parlez du bloc républicain, vous parlez de l'UPR, c'est ça? Mais c'est eux qui ont mené cette loi-là à l'Assemblée. Sûrement qu'ils ont leur plan. Malheureusement, l'arène politique est partagée par tous ces partis politiques et même votre parti politique. Mais on ne peut pas les exclure du débat. Non, nous, on ne veut pas les exclure du débat. D'ailleurs, on ne peut pas faire la relecture de ce code-là sans eux. Maintenant que vous nous avez confié